Et voilà, vous êtes en train de suivre RM Show, comme vous avez l'habitude de suivre cette émission en direct de Washington DC. Ici Roger Muntu et nous sommes comme d'habitude dans nos studios avec des invités comme on le fait habituellement. Mon invité ce soir, c'est le professeur Prince Kalume Bea, qui est professeur de droit public à l'université de Kinshasa. En outre, il est aussi avocat du bureau près de la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, pour ceux-là qui connaissent très bien Kinshasa. Professeur Prince Prince, je dois bien dire le nom parce qu'il ne faut pas Kalume, allais-je dire, Prince Kalume Bea, merci pour le temps que vous nous accordez aujourd'hui. Comment vous allez Je vais très bien, M. Montou, ça va. Qu'est-ce qui vous amène ici aux États-Unis, professeur? Bon, Prince, personnellement, j'étais venu pour des vacances. Oui. Et puis prendre le temps de finir deux ouvrages qui sont en chantier. Le droit en procès, c'est le premier. Oui. Et le deuxième, c'est le droit international africain. Parce que, avec le régionalisme international, on voudrait orienter les recherches vers l'Afrique. Inverser un peu la courbe, parce que la courbe était occidentale, Europe, Afrique. Maintenant, on veut écrire de l'Afrique vers l'Europe. Ça, c'est très intéressant. Et je pense même que c'est ce qui va m'intéresser même plus. Mais parlons d'abord du premier ouvrage, qui est le droit en procès. Le droit en procès. Pourquoi le droit en procès? Le droit en procès parce que plusieurs personnes interrogent le droit. Est-ce que c'est légal? Et nous-mêmes juristes, nous posons la question au droit. Pourquoi toi, droit, on ne t'applique pas convenablement? On amène le droit en procès pour qu'il nous dise qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est lui, le droit? On essaie un peu de le personnaliser, personnifier. Et on l'interroge, il nous répond. On va voir, est-ce que la procédure a été bien suivie? Est-ce que le règlement académique a été respecté? Est-ce que la loi prévue a été celle-là? On l'amène en procès. On juge le droit. Mais il faut savoir que le droit restera bien entendu un moyen. Un moyen. Il ne sera jamais une finalité. Donc, même si on l'interroge, on doit savoir qu'il restera bien entendu un rapport de force. Il restera l'idée du grand nombre et il restera cette conception de la vie sociale. Ça, c'est ce que nous connaissons qui est classique. Mais au moins, j'ai retenu ce sujet parce que je m'interrogeais moi-même. C'est en réalité une monographie. Et ça s'explique quoi? Lorsque j'étais en thèse, j'avais fait la défense privée. Ouais. Alors que j'avais déjà réussi, j'ai dû attendre 4 ans pour aller en défense publique. Pourquoi? Oui, mais parce qu'on ne m'appliquait pas le droit. Le droit voudrait que, après la défense privée, que les récipiendaires aillent défendre en public. Automatiquement. Automatiquement. On fixe la date, on va en défense publique. Et malheureusement, des personnes extérieures à la thèse ont commencé à la combattre, à écrire des lettres, à faire ceci. Mon promoteur, feu professeur Batseba, moi-même, nous sommes passés par un chemin très long, à tel point qu'on avait l'impression que le droit académique, le droit prévu à l'université en matière de thèse, n'était pas celui qui m'était appliqué. Et c'est comme ça qu'après avoir finalement défendu, je me suis dit, bon, c'est quand même des choses extraordinaires. Il serait mieux d'interroger, d'amener ces droits-là en procès. Pourquoi, pour ces cas ici, on n'a pas respecté ce qui devait être? Donc, c'est comme ça que Et vous avez trouvé la réponse à cette question? Oui, j'ai trouvé la réponse. J'ai trouvé la réponse. Et la réponse est dans ce livre-là? La réponse est dans les livres. Le droit en procès. Je l'ai amené en procès. Ouais. J'ai donné les principes, j'ai donné les situations impondérables qui ont attaqué le droit. Et comment est-ce que le droit s'est retrouvé pour être appliqué par la suite. Le droit nous a donné la réponse de ce qu'il fallait faire. Et on est revenu sur le droit chemin. Bien entendu, c'est avec le concours de certaines personnes. C'est avec le droit, deux fois, c'est dans une dynamique. Il faudrait qu'il y ait une dynamique pour que ceux qui sont censés bien l'appliquer puissent se retrouver, être à l'œuvre. Et effectivement, dans ces processus de thèse-là qui a été vraiment très, très difficile, on est arrivé à revenir sur le droit chemin, le chemin du droit. Même. Et on a conclu que le droit, c'est vraiment un rapport de force. Donc, vous pouvez avoir toutes les raisons possibles, mais si deux fois ce rapport est en vos désavantages, vous perdez. Et c'était au fait ça. Professeur, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de nous dire, et même pour nos téléspectateurs et aussi nos auditeurs, parce que de fois on ne se rend pas compte, et avoir un titre pareil, ça nous fait nous-mêmes, nous qui ne faisons pas le droit, mais nous sommes, vous appliquez le droit, enfin le droit est appliqué en nous, mais nous sommes obligés de comprendre ce qui se passe réellement, ce qui se passe exactement.
Et nous y reviendrons d'ailleurs, d'après tout ce qui se passe d'ailleurs en RDC. Et le deuxième ouvrage, vous parliez maintenant du retour de l'Afrique. Je parle du droit international, africain qui rentre maintenant en Europe, qui apprend aux Européens ou aux Occidentaux, c'est ça? Un peu le droit africain, c'est dans ce sens? Oui, oui, nous sommes en train de promouvoir... Est-ce qu'il y a un droit différent? C'est de ça que vous êtes en train de promouvoir? Un droit différent? Non, on a nos principes africains, mais qui sont internationaux. Mais qui ne sont pas appliqués. Qui sont considérés comme un droit sauvage. Or, ce n'est pas le cas. Vous savez, la formation universitaire, par exemple, pour nous qui sommes passés par le droit international, c'est que nous trouvons un cours de droit international public. Lorsque vous les lisez, on prend comme point de départ 1648, le traité de Westphalie. La guerre des 30 ans, ce n'est pas africain. L'Africain n'a jamais connu ça, n'a jamais... Non, on l'étudie comme ça. Parce que c'est conventionnel, ça doit être comme ça. Mais lorsqu'on interroge les études africaines, on va se rendre compte que tout ce que l'Européen a écrit pour promouvoir le droit international, l'Africain l'avait aussi. Les traités, on les avait. Les sources, les sujets, on les avait. Les eaux, les espaces maritimes, on les avait. Les frontières, on les avait. Les principes, on les avait. Mais ceux qui ont écrit le droit international public, que moi j'enseigne, que j'ai enseigné, dans lequel j'ai évolué, le cours que j'ai reçu moi-même, on va se rendre compte que celui qui écrivait ces cours-là, c'était un Européen. Je ne suis pas contre les Européens. Mais ils écrivaient par rapport à leur situation. Bien sûr. Et ils ont extrapolé en amenant ça comme le droit international public applicable à tout le monde. Et ils nous ont imposé ça en Afrique. Et on a étudié ça comme ça. Maintenant, lorsque certains aînés, certains grands auteurs, Cheikh Anta Diop, ainsi de suite, ont commencé à écrire, l'Européen nous a répondu en disant non, non, vous voyez là-bas, ce sont des sociétés diffuses, c'est le droit sauvage. On dit que c'est sauvage. Quand les principes viennent de l'Afrique, c'est sauvage. Et ça se dit comme ça. On appelle ça la soft law, sauvage. C'est-à-dire que ce n'est pas encore mûr. Pour que ça soit mûr, il faut qu'on passe, excusez-moi, nous sommes à Washington, il faut qu'on passe par les Nations Unies, il faut. Tout ça, c'est bien beau. Mais les sujets qui créent le droit sont les États. Or, les États peuvent se mettre d'accord pour dire, nous faisons tel principe, nous l'appliquons. C'est du droit international. Et c'est comme ça que, dans la réécriture du droit international public, on va se rendre compte que les États africains, déjà au sein de l'Organisation des Nations Unies, ont facilité l'éclosion de plusieurs principes. Et ils se sont détachés du cadre universel de la Charte des Nations Unies pour se retrouver au niveau régional. Et bien entendu, il faut savoir que le droit international lui-même est universel, universaliste et régionaliste. Et cette réalité a été consacrée dans la Charte des Nations Unies au niveau du chapitre 8, qui reconnaît le régionalisme. Maintenant, c'est la promotion du régionalisme de la Charte qui a permis que nous ayons l'OUA, l'UIA et tous les autres principes africains, proprement africains, qui sont appliqués dans les relations internationales africaines jusqu'à ce jour et qui font valoir qu'il existe effectivement un droit international africain aujourd'hui. Et bien entendu, il faut se rendre compte que autour des années 50-60, beaucoup d'auteurs reniaient effectivement l'existence du droit africain. Parce qu'ils disaient qu'il n'y avait pas d'organes, les États étaient ceci. Mais après 60 ans d'indépendance, après 60 ans de relations internationales, après 60 ans de vie internationale, devons-nous continuer à croire qu'il n'existe où nous avons un droit embryonnaire? Non. Si nos aînés, les Ndécho et consorts, paix à son âme, pensaient qu'on était dans un droit embryonnaire, on n'a dit pas question, nous sommes dans un droit effectif. C'est vrai, on ne peut pas monter l'effectivité dans tous les domaines. Voilà, moi, j'ai pris des principes en matière sécuritaire. Moi, je suis dans la sécurité internationale, dans le régionalisme et sécurité internationale. Dans mon domaine, je démontre qu'on a dépassé le niveau de la recherche de la règle de droit. On est dans l'effectivité de cette règle-là. Et on est dans la remise en cause de certains principes. Et vous voyez qu'aujourd'hui, même au niveau sécuritaire, l'initiative de l'action coercitive peut résulter d'une organisation régionale sans passer par l'ONU. C'est le régionalisme africain. Sans passer par l'ONU du tout. Sans passer par l'ONU. Or, dans l'appréhension du droit international classique, on ne peut pas concevoir une action régionale sans l'ONU. Une action coercitive, bien entendu,
sans l'ONU. Voyez-vous? Et certains aînés ont étudié comme ça. Ouais. Quand vous leur dites que en Afrique, on a une sécurité collective, ils vous disent non, non. On ne peut pas disjoindre la sécurité collective des Nations Unies et de l'Afrique. C'est dans l'ONU. Excusez-moi, on ne peut pas disjoindre la sécurité collective de l'ONU et de l'Afrique. Tout ça, c'est dans l'ONU. C'est un fédéralisme. On dit, oui, on peut être bien d'accord, mais on a une autonomie certaine qui ne dépend plus des Nations Unies. Ce sont des débats pareils que j'ai eus dans mes recherches, auxquels j'ai eu à répondre et j'ai eu à affirmer effectivement, noir sur blanc, dans des ouvrages, que on a un droit international africain. Bon, si on recherchait ces droits, nous sommes d'accord. Les gens ont passé 60 ans pour rechercher. On n'est pas au niveau de la recherche parce qu'on a les plans de l'OUA de 2063. On aura 100 ans d'organisation régionale africaine. Est-ce qu'on doit considérer qu'on est toujours dans un droit mou, dans un droit qui se recherche? Ça n'a pas de sens. Mais finalement, vous êtes en désaccord. Enfin, vous devez aussi être en désaccord avec certains de vos collègues, avocats ou professeurs en droit aussi. Non, nous ne sommes pas en désaccord. Mais je suis allé au-delà de ce que nous avons tous étudié. Voyez-vous? On a tous étudié que l'État, les OI, tout ça, le droit international, c'est communauté des valeurs, on met dans l'ONU. Nous sommes tous d'accord. Mais eux se sont arrêtés là. Moi, j'ai dit, on ne peut pas non plus dénier à d'autres États de développer le droit international. C'est leur droit international. Parce que personne n'en a les monopoles, il n'appartient à personne. Il suffit qu'on soit des sujets de droit, on développe notre droit international. Et c'est là où moi, je suis allé un peu plus loin. Mais c'est vrai que c'était une idée qui ne passait pas facilement. C'est ce que j'allais dire, ça ne peut pas je passer. Me rappelle mon maître de thèse, Greg Bacheba Bokazad, me disait, mais Kalou, mais tu es en avance par rapport à la science. Des fois, la science doit aller en colimation. Je dis, non, non, mais on peut aussi faire un bond. Il m'a dit, si tu fais un bond, c'est bien. Mais il faudrait que les gens comprennent, parce que certaines personnes qui sont... qui ne voient que leur passé académique, n'arrivent pas à te comprendre, ils diront que toi, tu es en dehors de ça. Et on a eu un débat pareil. C'est un débat d'école, bien entendu. Hein, c'est un débat d'école. Mais en fin de compte, ces genres de recherches commencent à passer, les gens commencent à comprendre. Et aujourd'hui, quand vous voyez les relations internationales africaines, quand vous voyez la région Afrique, vous voyez qu'il y a un développement progressif intense du droit international. Il y a vraiment un développement sérieux des États. Il y a des remises en cause des principes. Il y a l'ONU qui joue son rôle. Et puis ça ne marche pas. On revient, on essaie d'adapter. On est en train de chercher ce qu'on appelle le droit institutionnel des organisations. Donc on part de ces textes-là conventionnels pour un droit qui vient à partir des actes qui naissent des organisations. C'est vraiment un grand développement au niveau de l'Afrique. Et l'Afrique, quand vous analysez certains organes de l'UA, il y a beaucoup d'actes qui sont produits qui tendent à attester que nous avons une évolution presque indépendante du droit des Nations Unies. Vous avez parlé de l'université tchèque Anta Diop, une grande université aussi, et d'autres grandes universités aussi en Afrique. Est-ce que vous avez essayé de contacter, professeur, certains profs en droit ou professionnels en droit pour continuer à exposer ce thème? Oui, vous voyez, la recherche n'est pas très facile. Évidemment, elle n'est pas subventionnée. C'est qu'il faut prendre l'argent d'ailleurs pour mettre dans votre recherche. Exactement. Moi, je suis avocat, peut-être j'ai le bonheur d'être avocat. Deux fois, à un certain niveau, on ne peut plus faire la recherche seul. Ça doit être des unités de recherche. Effectivement, nous sommes dans les cadres de plusieurs centres de recherche où on essaie de réfléchir. Mais même si vous réfléchissez, les difficultés restent les mêmes. Il faut promouvoir. Or, quand il faut promouvoir, il faut un financement. Même pour nos propres ouvrages, quand vous les écrivez, même chez les éditeurs européens, il faut prendre en charge une partie de l'impression. Ce n'est pas très facile. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, la pensée peut se diffuser facilement. Mais même alors, quand il faut diffuser la pensée par les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours très crédible. La science est formaliste. Il faut revenir par maison d'édition, ceci, cela. Ça doit être certifié, ça doit être indexé. C'est aussi une grande problématique des fiabilités des sources. Exactement. Or, on balbutie, mais on avance. Les gens ne se découragent pas. Les gens ne se découragent pas. On essaye d'avancer petit à petit. Il y a plusieurs jeunes chercheurs qui émergent. Moi, j'ai eu effectivement échangé avec certains collègues d'autres universités. On a fait des webinaires pendant la Covid ici. Ce n'était pas facile. Mais il faut voir que quand vous faites ça, c'est par amour pour la science. Ce n'est pas parce que vous pensez que
vous allez créer une certaine richesse autour, tout ça, c'est très difficile. Et surtout que deux fois, vous voyez, dans nos pays d'Afrique, le scientifique, les experts, théoriciens, voire praticiens, qui sont académiciens, des fois ne sont pas mis à contribution par rapport à certaines spécialités. Or, on devait avoir ce qu'on appelle des centres stratégiques d'éveil dans chaque domaine, où il y aurait des spécialistes qui réfléchiraient, qui donneraient leur point de vue avant l'action politique. Mais deux fois dans nos États, ou chez nous même en RDC, on a l'action politique qui vient avant, qui prime. Mais l'action politique ne dépend pas toujours des scientifiques. Parce que je me rappelle, on a réfléchi à l'époque de la Covid, où l'Université de Kinshasa devait produire son regard faculté par faculté par rapport à la Covid. Effectivement, nous, la faculté dont nous avons produit un rapport très, très intéressant, mais bon, je ne sais pas s'il a été pris en compte au niveau des décideurs. L'important, c'est que le scientifique a fait son travail. Son travail, c'est limite là. Il prend plaisir à écrire. Des fois, on écrit pour le plaisir, mais des fois, on ne doit pas non plus écrire pour le plaisir. Il faut écrire parce qu'il faut créer une richesse autour de ses écrits. Exactement. Il y a partout ailleurs, ici, vous avez beaucoup d'ouvrages. Il y a certains qui sont des best-sellers. Ça veut dire que l'auteur s'est créé une réserve suffisante par rapport à l'éditeur, par rapport à ceci. On est un peu au niveau de ces difficultés-là. Parce qu'on comprend également que la recherche en Afrique, elle est jeune. L'université n'est pas encore centenaire. Bien entendu, en RDC, elle n'est pas centenaire. Elle a une marche qui va crescendo. Et on espère que, avec tous ces changements de système, on est parti de l'ancien système vers un nouveau. On espère qu'il y aura éclosion. Mais ça ne suffira pas. Il faudrait un financement. Et bien sûr. Parce qu'ici, il faut qu'un chercheur ne se concentre qu'à lire ses ouvrages. Et s'il est affamé, il ne va pas le faire. Nous qui sommes des pères de famille, nous devons nourrir nos enfants. Bien sûr. À un moment, on va se dire, bon, ces petits ici sont affamés, je dois faire quoi? Entre résoudre les problèmes de la faim des enfants et écrire un ouvrage, le choix est clair. Je cherche à manger pour mes enfants. Donc, on est un peu à ce genre donc ce sont les challenges de la recherche en Afrique. Les centres de recherche ne sont presque pas financés. Bon. Mais on y croit. Non, on y croit, on travaille là-dessus. Et vous ne croisez pas les bras? Non, on ne croise pas les bras. Ça ne veut pas dire que si ça ne marche pas, on ne doit pas écrire. Moi, je continue avec ce que je vous ai dit. Je suis venu ici, effectivement. J'ai fini le droit en procès. Je l'ai fini parce que je l'ai écrit. Mais ce n'est pas encore... J'ai trouvé un éditeur. J'ai trouvé un éditeur. Bon, l'édition... Éditer un ouvrage, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et pourquoi aux États-Unis? Non, je n'ai pas trouvé aux États-Unis. J'ai trouvé en Europe, en Belgique. Et je crois qu'on va évoluer avec lui. Le monde américain, j'étais venu un peu pour voir, observer. J'ai visité plusieurs universités, j'ai vu le programme, j'ai vu les opportunités. Je devais avoir une conférence à Denver, là où j'étais. Il y a eu la neige, malheureusement, on n'a pas pu la voir. Il a fait froid là-bas aussi. Il a fait très froid. On n'a pas pu faire la conférence, je suis parti. Je devais avoir une conférence à Dallas, je n'ai pas pu la voir. Il y a eu la neige et puis je devais partir. Donc c'était un peu compliqué par rapport aux agendas, c'était des parties remises. Mais ici j'ai eu une opportunité de passer à la voie de l'Amérique. C'est quand même l'Amérique. C'est une opportunité aussi pour nous de vous avoir. C'est quand même l'Amérique, hein, donc ça se diffuse, c'est quand même l'Amérique. Exactement, et pour nous c'est une opportunité. Professeur Prince Kaloum Ebea, de vous avoir dans cette émission. Je disais aussi en titre que vous êtes avocat au barreau, hein, près au barreau, pas au bureau, au barreau de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, pour être plus précis. Professeur, il y a un problème qu'on apprend ici à la Voix de l'Amérique, qui a un grand problème dans la justice congolaise aujourd'hui. À vous entendre parler, même de vos ouvrages, on se rend compte qu'il y a encore de ces avocats-là qui réfléchissent. Parce que ce qu'on apprend ici, des fois, ça dépasse. C'est quoi le problème dans la justice congolaise aujourd'hui? Pourquoi les gens se plaignent? Pourquoi les Congolais que j'écoute, qui m'appellent chaque jour dans mes émissions, même radio, se plaignent de la justice congolaise qui ne marche pas? On a même entendu le président de la République, professeur, qui a lui-même reconnu qu'il y a un grand problème avec la justice. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Tolanda Kayango, RM Show Tikanayo. Hey, la Guinée-Callo. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique, chaque soir à 20h, temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Roger Moutou la icône, gagne Ramène. Au programme de la bonne musique.
des sujets débats socioculturels. Kasai Kalami RM Show émission web. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. Let's go! RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Effectivement, moi, je suis acteur de la justice. Je suis dans un cabinet d'avocats, Maître Ilunga associé, sans pour autant faire la publicité. Je suis gérant. J'ai été dans la vie judiciaire depuis 2004, défenseur judiciaire, 2007 avocat, de manière ininterrompue jusqu'à ce jour. En toute franchise, la justice a ses tares. Et là également, c'est bien fait. Vous savez, quand on dit la justice, ce n'est pas le droit. La justice, c'est le sentiment que les gens éprouvent lorsqu'ils ont gain de cause. Mais à ces gens-là, on leur a appliqué le droit. Voyez-vous? Celui qui a perdu va dire qu'il n'y a pas de justice. Celui qui a gagné va dire c'est juste. Mais ce qu'eux appellent justice, ce n'est pas le droit. C'est pour ça qu'on ne peut pas associer justice et droit. Le droit reste droit. C'est un système. L'avantage du système, c'est que lorsque le droit était mal rendu, on fait des recours. Ça, c'est la procédure. Maintenant, pour que la justice soit juste, il faudrait effectivement les hommes. Est-ce que les hommes sont justes? Chacun de nous sait pourquoi il vient devant le juge, ou sait pourquoi il est devenu juge ou magistrat pour rendre la justice. Évidemment, la justice a beaucoup d'impondérables. Ventre affamé n'a point d'oreille. Magistrat affamé n'a point d'oreille, peut se faire corrompre. Ça, la corruption de la justice, ce n'est pas un monopole de la RDC. Partout ailleurs. Partout ailleurs, même ici. Partout ailleurs, les gens se plaignent. Ouais. Mais on doit se rendre compte que c'est un fléau contre lequel il faudrait lutter. Moi, personnellement, de mon point de vue comme avocat et théoricien du droit, je suis d'accord qu'il y ait des mécanismes souples de sanction des juges et des magistrats. Parce que si on dit qu'ils ne seront pas corrompus, c'est vrai, mais il y a des dossiers qui ont des implications terribles, où les juges subissent des... J'ai vu récemment un juge a démissionné. Il a subi des pressions. Mais s'il avait besoin d'argent, il aurait pris l'argent. Il n'a pas pris, il a démissionné. Je crois que c'est un type intègre. Il y a effectivement des hommes intègres dans notre justice. Ouais. Mais il y a des impondérables qui peuvent pervertir certaines personnes aux esprits faibles. Alors, pour éviter ces perversions, il faudrait qu'on respecte, par exemple, les délais de prononcé. Il faut qu'on mette que les juges qui ont commis les dols, les dols, c'est quoi? C'est que une faute grossière, prenons votre cas, qu'un journaliste moyen, vous n'êtes pas moyen, vous êtes au-dessus de la moyenne, un journaliste moyen ne peut pas commettre. Donc, s'il commet cette faute-là, on doit les sanctionner parce que c'est flagrant. C'est la même chose que la carrière des juges et des magistrats, le dol. Mais on ne doit pas, pour moi, on doit revoir la procédure du dol pour ne pas l'amener en prise à partie. Parce que ça peut prendre du temps. C'est faire constater le dol et solliciter la sanction à sa hiérarchie. Ça serait beaucoup plus pratique. Comme ça, un juge saura que si je me compromets, on peut me sanctionner rapidement si c'est établi. Il faut que le corps soit contrôlé. L'indépendance de la magistrature, comme eux-mêmes, les magistrats le disent, ce n'est pas qu'ils ne doivent pas être contrôlés. C'est leur indépendance par rapport à la manière de dire le droit. Voyez-vous? En âme et conscience. Je vous donne un exemple. Je corrige une copie d'examen. Cet étudiant a 18 sur 20. Pourquoi je ne donnerai pas 18? Non, moi, on ne peut pas avoir 18 chez moi, ça n'a pas de sens. Je donne 18, je m'assume. Ouais. Il a 2. Je te donne 2, monsieur. Je ne t'ai pas fait échouer. Tu as échoué. Les juges doivent être comme ça. Et puis, il doit être seul. Mais moi, je crois que pour qu'on les contrôle davantage,
La conférence des juges là, dans chaque juge, doit être un organe qui fonctionne pour les délibérés. Quand vous avez fini la rédaction, vous venez en plénière, vous exposez les motivations profondes qui vous ont amené à prendre telle orientation et pas telle autre. Comme ça, la juridiction endosse la décision. Mais vous allez voir que deux fois, quand la composition termine, remet au chef de juridiction, qui peut avoir des accointances avec les partis, ça existe, ce n'est pas de la blague. Et puis qui peut être dans un sens ou dans un autre, peut orienter la décision. Ouais. Or, si c'est collégial, parce que moi je me rappelle dans ma carrière d'avocat, j'ai eu un dossier d'une grande succession, pour ne pas citer son successeur, Bingoto. C'est fut un professeur, et puis il est mort, tout ça. Un juge de la cour d'appel, je crois qu'il doit être retraité ou décédé, s'est opposé à l'avis de ses deux collègues. Ils étaient dans une chambre de 3 juges. Dans les délibérés, il écrit, hein, parce que c'est les délibérés. Quand on ne se met pas d'accord, on délibère. Chacun donne sa position. Pourquoi j'adhère à la décision, pourquoi je refuse d'adhérer. Le juge là a fait écrire dans les délibérés que pour telle raison, moi je n'adhère pas à la décision et puis je suis contre. Comme ils étaient minorisés, les deux autres ont signé. Les autres étaient corrompus. Et une partie, je crois que c'est la partie Bingo, était en prise à partie. C'est-à-dire pour Dole. Et la Cour suprême de justice à l'époque, la Cour suprême de justice, siégeant en matière de prise à partie, a sanctionné les deux autres là, pour Dole. Parce qu'on a dit, vous juste la Cour d'appel à votre niveau, vous ne pouvez pas ignorer ça. Et le vieux là a été blanchi. A été affecté à la Cour d'appel de Matete. C'est parce qu'il est toujours en vie. Vous voyez quand même qu'il y a des gens qui sont intègres. Ouais. Ils sont intègres. Ouais. Mais un autre effet, c'est quoi? Si quelqu'un est corrompu, même si vous le payez 10 000 $, il va se faire corrompre. Ouais. Parce que c'est devenu dans ses gènes. Ouais. Alors, lutter contre la corruption de la justice, c'est rendre souple les mécanismes de répression des fautes des juges. Au moins, quelqu'un saura que, ah, si j'ai fait ça, on peut me retenir mon salaire, mes enfants à la maison. Parce que la réalité, c'est que nous n'avons pas d'assurance, nous n'avons pas de sécurité sociale qui fonctionne normalement. Donc, quand tu es au chômage, tu n'as plus d'argent. Ceux qui te louaient là ne vont plus venir te voir. Hein. Tu vas trimer avec ta femme et tes enfants. Quelqu'un dira, je préfère encore gagner mon salaire honnêtement que faire la mafia. Ça peut changer des choses. Et il y a aussi un autre élément pour lutter contre la corruption. C'est que les actes de justice, on doit respecter les montants fixés. Les parties doivent les payer elles-mêmes à la banque. Même sans note. Dès que tu amènes la référence d'un dossier, tu payes. Parce que qu'est-ce qu'on observe? Un acte qui coûte 10 $, mais un greffier peut te demander 50 $. C'est déjà la corruption. C'est la concussion. C'est faire remettre de l'argent pour des actes que lui peut poser, tout Exactement. ça. Alors que le tarif est là. Bon, on va encore se demander, est-ce que quand ils mobilisent les recettes, il y a rétrocession? C'est toute une chaîne. C'est toute une problématique sur laquelle nous avions réfléchi en son temps dans le cadre, je crois, des États généraux de la justice. Mais bon, je ne sais pas si la paperasse est tout sur une table où c'est déjà classé quelque part. Personne ne le sait. On a ces problèmes-là de suivi. De suivi après avoir pris des décisions. Mais je pense que aujourd'hui, il y a un grand travail qui est fait par l'inspection des services judiciaires des parquets. Mais deux fois, elle s'attribue le rôle de 3e juge. Ce n'est pas non plus très correct. Il faudrait un rappel à l'ordre. Je viens de voir qu'on a nommé des membres de la commission de réforme du droit congolais. C'est une bonne chose. Mais il faudrait que ce soit une commission opérationnelle parce qu'il y a des choses qui sont vraiment dépassées. Il faut qu'on fasse des mises à jour, qu'on propose aux législateurs, qu'on ait des lois, ainsi de suite. Donc il y a tout un travail à faire. Bon, je crois que Madame la ministre de la Justice ainsi que son équipe et tous ceux qui sont impliqués dans l'administration de la justice ont conscience de la situation. Ouais. Moi, j'ai eu un contentieux au Conseil d'État. Récemment? Oui, dans les contentieux des gouverneurs des provinces. C'était catastrophique. C'est à peine que vous pouvez croire qu'un juge du Conseil d'État peut écrire un arrêt pareil. Donc, vous sentez qu'il y avait manifestement dol. Donc, c'est incroyable. Il n'y a pas eu de sanctions. C'est resté comme ça. Et c'est là où je me rappelle d'une phrase très célèbre d'un aîné professeur, Luamba Katans, qui dit « Qui gardera les gardiens ?» Si les juges, qui est garant de nos libertés, qui doit nous protéger, n'arrivent pas à les protéger, nous sommes voués à qui? Qui va nous garantir? Qui va nous sécuriser? Ça devient difficile. Ça devient difficile, vous voyez. Au Conseil d'État, c'est extrêmement grave. Je n'arrivais pas. Vous lisez l'arrêt.
un juge vous dit que cette action est irrécevable, mais il se prononce quand même dans les fonds. C'est catastrophique. Et vous sentez que c'est le dol, vous sentez que ces messieurs étaient visités, donc il n'y a pas de moralité, c'est resté comme ça, il n'y a pas d'action. Mais on doit lutter contre ça, on ne doit pas se décourager. L'avantage avec l'État, c'est que l'État peut vous récupérer à tout moment. Vous avez été corrompu il y a 20 ans. Mais vous venez d'abord, vous étiez corrompu il y a 20 ans. Dites-nous, qu'est-ce qui s'était passé? Et vous devez vous expliquer. Vous devez vous expliquer ça. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Ouais. Malheureusement, chez nous, Ouais. quand on classe ces dossiers sans suite, ça s'arrête là. Non, ça ne doit pas s'arrêter. Vous êtes mal comporté à une époque. Après un moment, quand il n'y a plus ce rapport de force, monsieur, venez d'abord, dites-nous. Vous, en telle année, vous avez fait ça, c'était quoi? On rouvre les dossiers. Parce que nous, des fois, on se cache derrière la prescription. Oh non, c'est prescrit, ils disent non, 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 non. Pour l'intérêt de la vérité, on doit même retoucher certaines prescriptions. Ouais, ouais. Quand on découvre des faits nouveaux, on vous rappelle. Venez encore vous expliquer. Vous expliquer. Ça doit être ça. C'est pour que les générations futures comprennent qu'on ne doit pas faire la mafia, ce n'est pas bon, il faut ceci, il faut beaucoup. Vous imaginez, moi, je suis professeur d'université. Après avoir enseigné, je dois dire aux étudiants, monsieur, allez maintenant commencer à corrompre les juges. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais il faut leur dire, monsieur, allez directement corrompre au lieu d'étudier. Ouais, C'est pour ça que moi, je ne suis pas dans ce genre de pratiques. Et tout le monde, ceux qui fréquentent mon cabinet, ils savent que le cabinet Lunga, nous ne versons pas dans ce genre de pratiques parce que ce n'est pas possible. Ouais. Et nous avions le bonheur d'avoir une cliente allemande, une coopération technique, qui était rigoureuse, qui ne voulait même pas que vous puissiez lui dire, le juge nous a demandé. Directement, il va rompre le contrat. Ouais. Donc, il y a quand même des gens, mais c'est vrai, c'est des Allemands, il y a quand même des Congolais aussi qui ont cette bonne moralité. Monsieur, c'est votre travail, rendez le jugement. Exactement. Donc c'est un peu ça le sort de la justice. Ouais. Merci beaucoup, professeur. Je disais aussi, professeur Prince Kalume Bea, vous êtes professeur de droit international à l'université de Kinshasa. Vous nous avez dit ici que vous avez visité des universités américaines. Quelle comparaison vous faites avec les universités congolaises? Bon, premièrement, ici, j'ai visité l'université, je crois, de Georgie, là, je ne sais pas trop encore le nom. Ouais. J'ai vu qu'il y avait plusieurs modules, il y avait plusieurs types de formations souples. Et c'est comme ça, si... c'est dans le domaine du droit? Je m'étais intéressé au droit, et puis j'ai vu qu'il y avait plusieurs campus. Oui. Ma nièce qui m'a fait visiter a fait la santé publique, les campus c'est à part. Le droit, la même université, mais on devait aller ailleurs. Et vous allez voir que la mobilité estudiantine est facile. Les bus, il y a les parkings, ceux qui viennent avec leur véhicule, vous prenez les bus, vous circulez, c'est facile. Dans d'autres systèmes, vous avez, par exemple, université 1, 2, 3, 4, 5, tout ça. C'est aussi bien. Et puis le programme que je trouvais, il y a même des programmes qui vous permettent de trouver les heures où vous voulez étudier. C'est très, très avantageux. Parce que j'ai compris effectivement ici, c'est que les gens travaillent, tout le monde est occupé. Mais il faut également, en plus de vos occupations traditionnelles, étudier. Et il faut trouver un horaire flexible. Et il y a des professeurs qui vous accompagnent dans ça. Ça veut dire que la même matière, il y a plusieurs professeurs. C'est vrai. L'université d'ici a plus de 5 siècles. Chez nous, l'université est encore jeune. C'est moins de 100 ans. Oui, vous l'avez dit. Nous sommes passés d'un système belge vers le LMD. Licence, master, doctorat. Nous sommes concentrés dans un même site. Il y a des facultés. Il y a une grande concentration. Nous étudions tous la journée. Donc quand il est 17 h, on ne peut plus avoir les cours dans les auditoires. Ce sont des difficultés. Et jusque-là, j'ai vu les états généraux de l'enseignement. Je n'ai pas vu cette volonté-là d'étendre, par exemple, l'université de Kinshasa, qu'on puisse les s'aimer par-ci, par-là, qu'on puisse délocaliser des facultés, qu'on dise, bon, une faculté de droit, vous allez à la Gombe. Vous, pétrole et gaz, allez à Limité. C'est toujours l'UNIKIN. Ça permet la décongestion. Ça permet qu'il n'y ait pas trop de concentration. Parce que ça fait plus de 20 000 personnes qui arrivent chaque jour entre les mêmes heures dans un même coin. Ça rend le transport difficile. Ça rend la circulation difficile. Les embouteillages, vous comprenez un peu? Ça fait une surcharge. Donc quand vous allez vers notre université, c'est comme ça que vous avez des maux de tête. Vous voyez un peu. Donc, je n'ai pas vu dans les états généraux, les rapports là, qu'on peut un peu délocaliser. On
peut même aller vers la dématérialisation. Est-ce qu'on pourra faire ça? Ça implique de moyens, parce qu'on ne peut pas tous venir chaque jour au campus. Ils peuvent étudier à la maison. Oui, exactement. On a tenté ça pendant la Covid ici. Oui, on a suivi ça. Ça a marché ou pas? Oui, certains collègues ont réussi à faire. Moi, je n'avais pas d'enseignement, mais j'étais déjà prêt à faire ça parce que j'ai tenu beaucoup de webinaires pendant cette période. Certains collègues ont réussi. Raoul Kengeking avait réussi. Mon ami le DG de la santé publique avait réussi. Il y a des gens qui ont réussi à faire des cours en ligne. Mais on savait que l'informatique, il y a une certaine génération de nos professeurs qui n'est pas très habile à ça. Ça, c'est pour les immatures des réseaux sociaux. Exactement. Donc, pour maîtriser l'outil-là, certains ont beaucoup de difficultés, mais nous qui sommes de la jeune génération, on manipule facilement, on se met dans des forums, on peut faire les cours. Donc, il faut qu'on puisse accroître les moyens pour que ça se passe. Mais ça n'annule pas notre volonté, notre détermination de bien faire. Il y a ces gens-là qui ont fait. Mon ami Michel Biss, un collègue de sciences politiques, a tenu beaucoup de cours dans ce genre de forum. Et puis il est très souple sur les réseaux. Il arrive à faire ces cours-là. Ça va, mais bon. Et donc, vous pensez qu'il y a une différence entre le système de droit américain et belge que nous étudions en RDC? Oui, le système américain, je ne l'ai pas beaucoup étudié. Mais j'ai vu le programme. Les programmes sont très souples. On va vers les spécificités directement. Le système belge que nous avions était un peu plus général. Bon, moi, je trouve qu'il était bon. Il était bon parce que moi, je dois avouer que quand j'ai fini la deuxième année de graduat, j'avais étudié les droits des obligations, procédure civile, procédure pénale. Et il y a un quatrième cours là qui était obligation, procédure civile, obligation, procédure pénale, droit des biens et droit pénal général. C'était la matrice même du droit, privé judiciaire. Et c'est comme ça qu'en troisième, je suis allé directement faire le test pour devenir défenseur du CR et puis j'ai réussi. Et j'ai commencé à pratiquer jusqu'à ce jour. Je pratique ces notions-là acquises en deuxième graduat. Mais ici, j'ai vu plusieurs unités. Il faut quand même avouer que je suis allé vers la spécialisation directement. Unité de recherche et ainsi de suite. Mais avec la réforme que nous venons d'avoir ici, on a eu une réforme initiée par... la loi, la Constitution les prévoyait. Et puis, il y a une loi cadre de l'enseignement. Il n'est plus actuel, mais le ministre actuel, M. Moïse Donzangi, a impulsé quand même le passage vers le LMD. Bon, après une année d'expérience de LMD, ce n'est pas très fameux. Mais bon, on va évaluer dans 5 ans ou dans 3 ans. Si nous aurons des bons étudiants, des bons licenciés, on va évaluer. Mais de mon point de vue, je trouve que ça j'hésite un peu. Je suis favorable au système, mais je trouve que ça hésite. Ça hésite parce que, vous voyez, par exemple, il faudrait qu'un étudiant puisse avoir des travaux pratiques, ce qui est possible, puisse avoir des travaux des étudiants, de l'étudiant, ce qui n'est pas possible. Il passe le temps en cours, il passe le temps à la bibliothèque, et ça va participer aux conférences pour s'évaluer. Cela peut causer aussi... Les unités d'enseignement sont-elles opérationnelles? Les évaluations, on dit que ce sont des expériences du début. Attendons voir. Mais moi, je préfère, bien entendu, notre ancien système. Pas parce que je suis de ce système-là, mais parce qu'il a fait ses preuves. De tous ceux qui passent vers le LMD ont été enseignés par rapport à l'ancien système et il n'a pas démérité. On n'était pas obligé de suivre un système européen. Parce que c'est l'européocentrisme, comme je l'appelle. L'Europe, centre du pouvoir, c'est que l'Europe fait ses biens. Non, ça n'est pas de bien. Nous, on peut s'autodéterminer par rapport à notre ancien système qui voulait que nous puissions avoir un graduat de 3 ans, une licence de 2 ans, un master de 2 ou 3 ans et puis un doctorat. Donc, et moi, je trouve que dans l'ancien format, les gens passaient plus de temps à lire. Vous voyez, nous avions à l'époque des chefs de travaux qui vous enseignaient comme des profs. Un certain chef de travaux, Bokolombe à l'époque, aujourd'hui les professeurs. Mais quand vous enseignez le droit pénal, vous vous dites, mais ce monsieur ici, c'est qu'il trouve ça où? Vous comprenez un peu? Vous sentez en lui l'assurance, vous sentez en lui la pédagogie, vous sentez en lui la méthode, vous sentez, il avait tout. Il avait tout. C'est ça l'importance. Alors, c'est l'ancien système qui l'a formé. Bon, est-ce que c'est mauvais? Moi, je trouve que ce n'est pas mauvais. On pouvait se déterminer. On n'était pas obligé de... Même si on doit se mettre au standard
universel. Universel, oui. Mais on peut être une particularité et puis on fait la compensation parce que ceux qui terminent toujours chez nous, ceux qui sont sérieux sont inscrits dans les universités. Moi-même, quand j'ai fini ma licence, j'ai pris une inscription à l'Université du Québec à Montréal. Vous voyez, chez nous, des fois, on fait des 12, des 13 dans certaines matières. On m'a demandé seulement de refaire ces matières-là. On m'a inscrit en master, mais je devais faire la propédétique des masters. C'est-à-dire reprendre 4 cours dans lesquels j'avais soit 12, soit 13. Mais ça prouve que le système est bon. Mais bon, malheureusement, c'est la loi. Des fois, le législateur veut être en avance sans prendre en compte les réalités. Mais aujourd'hui, on fait un LMD qui... Bon, on espère que ça ira. Ça ira, ça c'est sûr. On espère que ça ira. C'est ce qui est plus important. En tout cas, professeur Prince Kalume Bea, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Oui. Merci en tout cas pour le temps que vous nous avez accordé. Vraiment passé de bons moments ici à Washington. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité m'est donnée. J'ai profité de l'occasion pour saluer mon ami Edo. Et en tout cas, qui a été d'un grand apport par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est lui qui nous a fait la surprise. Edo, en tout cas, c'est un véritable entrepreneur qui soit salué là où il est, ainsi que toute sa famille. Et je rappelle que c'est le jeune frère de feu, mon directeur de thèse, Bassouba Boukazali. Ah, d'accord. Donc, on a c'est un grand monsieur. Oui. Donc, c'est comme ça que... Et ils ont la chance maintenant d'avoir aussi notre professeur. C'est notre ancien chef des travaux, Richard, qui est maintenant aussi docteur. Il a fini en Belgique. Je crois qu'il a aussi l'esprit belge. Hein. Ah non, lui, il a l'esprit belge. Il a vraiment l'esprit belge. Moi, j'attends ma bouteille de champagne. Je lui ai dit ça. Il va nous donner. En tout cas, je vous remercie de l'opportunité qu'il m'avait donnée. Et j'espère qu'on a brossé un peu les grandes questions. Non, c'était très important. Avec vous, je pense qu'on peut continuer jusqu'à demain. Parce que ces 2 ouvrages-là, ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'aimerais bien. Le premier va paraître bientôt. Quand je rentre à Kinshasa, je vais accélérer avec l'éditeur. Super. Et le deuxième, vers la fin de l'année, on verra. Mais je l'avais aussi commencé à longtemps. Je suis en train de le faire avec mon équipe. Ça va aller. Ça va aller. Merci, professeur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Super. Et voilà, c'était notre émission pour ce soir. Continuez à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur voafrica.com. C'est Roger Muntu, la voix de l'Amérique, en direct de Washington, D.C. On vous dit comme d'hab, God bless, peace Africa. Merci.